DFPP 106.3. Et vous êtes en direct pour l'émission que vous propose Tamazra chaque premier lundi du mois à Wali Maziran. أولي مزيغن أزول فلاون أزول فلاخون أزول فلاون أزول فلاخون تي ويقدر دي سلنا دا مثلام أولي مزيغن تدويل تي ونتهجاي سمزغا دي لي زوند راديو فريكونس باري بلوريال 106.3 FM et ويقدر زدران دي باري نار ريجيون باريزيان نار www.rfpp.net et ويقدر قلال عند نظام. Bienvenue à tous et à toutes. Aujourd'hui, notre invité, c'est un invité spécial, c'est notre cher maître Salah Debbouze qui vient d'Algérie, qui est avec nous aujourd'hui en direct. Vous pouvez l'écouter. Il va exposer tous les problèmes qu'on a eus et surtout, n'oubliez pas, c'était l'avocat du feu Kamal Din Fakhar et de tous les compagnons de Fakhar Daif qui sont en lutte depuis plus de 3 ans maintenant et ça continue et on lui demande la bienvenue. Azoul, merci pour l'invitation et je suis très heureux d'être parmi vous. Anne-Sophie Issek, Yames. Merci. Aujourd'hui, à la technique, c'est comme toujours Dirige. Abou Sawad, au micro, c'est Famila et Massine. Mais malheureusement, Massine, il est resté coincé dans le métro. Il va nous rejoindre dans quelques instants sur le plateau. Massine, أسجي Massine, il a un veste métro, c'est ça. Il est arrivé normalement, il sort de l'Ouar, il se gare en retard, donc il est souvent en retard, mais jamais à la radio. Hein. Vous ne l'avez jamais vu arriver en retard à la radio, et ça c'est vrai. Mais aujourd'hui, malheureusement, les transports parisiens lui ont joué un tour. Donc je crois qu'Erige nous a concocté un petit programme. Alors c'est une émission spéciale, puisque comme Erige l'a dit, c'est un invité spécial que nous avons aujourd'hui. Nous avons beaucoup de chance de l'avoir dans nos studios, donc on va en profiter un maximum, nous allons beaucoup l'écouter. Et avant de démarrer le programme spécial, peut-être qu'Erige a concocté un petit quelque chose pour nous. Oui, mais bien sûr, on va commencer avec notre ami camarade Ali Flaouen, qui rend un hommage à Mouahia. Mouahia, tout le monde le connaît. Et bien, sans trop tarder, on laisse les paroles et la belle musique d'Ali Flaouen. On commence par ça. C'est le mérite. حوزة غفوس النقيني ذا من أبوها يتمثل روح أزلع سبيطار مقار روح غار سبيطار حفظ ستارز يا ذروية وسن وين غننند ذيك تشينيا ما تشيذ نقيني غننند ذيك تشينيا نقيني ورموت غارع ورموت غارع ورموت غارع ست زمور تغليتي سين أيثماث خربي النية أيثماث خربي النية وقد غات تقلو يسين نكاذيلو غسمية نكاذيلو غسمية نقوافوك تاروسين نقوافوك تاروسين ثنخر ثاوين تميث عيان أوه سقيت شود ثيرسين يروح موحندو يحيا السقيت شود ثيرسين يروح موحندو يحيا يرمو ذمي ثقفيليث يتلمي تكنيسي يهوى يتلمي تكنيسي يهوى يجمرد ذي ثبرانيث أكني تجمر انت تزيزوا أكني تجمر انت تزيزوا يسقش ضد ذي ثالومانيث يسقش ضد ذي ثالومانيث يرنا دولة ذي الشنوان يما قلت تواليث يروح موحندو يحيا يما قلت تواليث يروح موحندو يحيا
غي زوارني لساس الف حلور ثغوي سعايا الف حلور ثغوي سعايا كرا يوزن غار ثماس يبغى يروج نشفايا يبغى يروج نشفايا يحرك وش قال الناس يحرك وش قال الناس ما تقيم ذكرنا الرياض اوه يوث اللاسة اللي بربرو اوه يرحمو حمدو يحيا اوه يوث اللاسة اللي بربرو اوه يرحمو حمدو يحيا اوه يوث اللاسة اللي بربرو يروح محندو يحيى يروح محندو يحيى ماشي على انتي قروحن تقسن ويقاذي قروحن تقسن ويقاذي إقلاق نتمكثير. Ils sont nombreux ceux qui sont partis. Ali Dflawen nous dit que il a rendu hommage à Mohamedou Yahya et à la fin de la chanson il dit que Mohamedou Yahya est parti et je disais que donc il n'était pas Mohamedou Yahya est parti et plusieurs autres et tant d'autres sont partis et aujourd'hui nous ne pouvons pas excusez l'émotion, ne pas avoir une pensée particulière à Kamal Din Frère et ses compagnons qui sont eux aussi partis. Je enchaîne directement et je demande à Maître Salah Debbouz, à qui je dis encore bienvenue à vous. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci de votre présence. Tenmirt, est-ce que vous pouvez, pour rentrer dans le bain directement, nous faire un petit point sur la situation en cours à Ter Ardait, s'il vous plaît, puisque, si j'ai bien compris, vous êtes entre Ter Ardait et Alger. Donc, vous pouvez nous faire... un point sur la situation de ce pays. Je suis normalement basé à Alger, mais pendant 4 mois, j'étais obligé d'être entre Ter Ardait et Alger par la force de la loi, puisque j'ai été soumis à un contrôle judiciaire 3 fois par semaine, étant co-accusé avec Frère Kemeldin dans le même dossier, avec Ouf, et avec d'autres personnes. Pardon. Vous me rappelez, c'est pas seulement mon client, c'est mon compagnon de lutte, c'est un ami, un compagnon de lutte, un frère Kemeldin, le drame dans cette histoire, c'est que lui-même m'avait dit, 3 semaines avant sa mort, qu'ils avaient programmé sa mort et qu'ils étaient en train de l'exécuter. Et j'ai tout de suite après, je crois que c'était par un mercredi qu'il m'avait dit ça, vendredi qui suivait la visite que j'ai effectuée au pavillon carcéral de l'hôpital d'Ardaya, j'ai tout de suite fait une vidéo qui est toujours sur ma page officielle, avant sa mort de au moins 10 jours ou 15 jours. D'accord. J'avais dit que, faites attention, frère vient de me dire qu'ils ont programmé sa mort et qu'ils sont en train de l'exécuter. Et rien n'a été fait. Alors ça me reste... c'est un choc terrible. Et après j'ai vu Aouf, qui était très malade et c'est le seul témoin oculaire qui était arrêté le même jour que Frère le 31 mars. Oui. Et qui a été libéré après la mort de Frère, 2 jours après la mort de Frère. Oui. Très 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 affaibli. Et après, c'est des événements qui sont venus très très vite. Après le 9 septembre passé, j'allais rendre visite à Ouf, dans sa maison. En me dirigeant vers sa maison, je subis une attaque. Oui, dans nos une arme blanche, une tentative d'assassinat. Ça veut dire qu'il y avait une décision prise quelque part pour liquider physiquement toutes ces personnes. Et là, je dis qu'il y a encore des personnes en Algérie, surtout ceux qui sont co-accusés dans ce même dossier, qui courent de très très gros risques. De liquidation. Le minimum, il peut être une incarcération. Oui. Et ça peut aller jusqu'à la liquidation physique. Je le dis bien à l'avance, comme je l'avais dit pour Farhar. Et
dans l'espoir qu'il ne leur arrive rien. Voilà. Mais sinon, à Ardaya, c'est la soumission totale, c'est-à-dire que le régime algérien a réussi à faire de la société de Tagardait, toute la société de Tagardait est une société entièrement soumise. Alors il a créé des structures qui n'ont aucun caractère officiel, qu'il appelle les Ayan, les notables. D'accord. Par lequel il fait passer tout son folklore. Par exemple, je viens de voir que la commission électorale qui a été installée aujourd'hui avec plein de discours d'hommes qui n'ont rien à voir avec la forme légale, qui sont ces hyènes qui n'arrêtaient pas de faire de la chita, comme disent les Algériens au pouvoir, etc. Donc c'est-à-dire que les relais du pouvoir ont toute amertume que c'est la catastrophe à Ardea, sur tous les plans culturels, social, politique, économique, tout est détruit. Voilà. avec comment c'était la situation un peu en comparaison, parce qu'on peut comprendre avec le choc, vous-même, nous ici, et je pense davantage les personnes sur place, le choc de cette disparition et de cette obstination du pouvoir à éliminer tout type, parce que c'est ça que vous dites, tout type de lutte, tout type de résistance. Et donc, bien sûr, il utilise ces relais sur place, qui sont des Mzaviyen, en tout cas de nom, hein, c'est bien ça, comme il y en a partout. Enfin, c'est les mêmes méthodes dans toute l'Afrique du Nord. C'est ça que vous nous dites, c'est-à-dire, est-ce que c'est dans la société des habitants de Taradeit, l'espoir ou la résistance, l'esprit de résistance a été tué avec Frère? Pas que ça. C'est-à-dire, le pouvoir a voulu donner Frère comme exemple. Moi, je pense que nous subissons maintenant une période d'onde de choc qu'on doit dépasser. Mais d'un autre côté, la société bouge, mais pas du côté qu'on l'attend. D'accord. Je sais que juste avant mon départ de Ardea, quelques semaines avant, il y a eu des débats sont engagés, par exemple, pour parler de la condition de la femme. D'accord. Et ce n'est pas des hommes qui engagent ce débat, c'est les femmes. C'est-à-dire ceux qui se sont exprimés, ce sont parmi les hommes. Oui. Ce sont juste des hommes qui voulaient soutenir ces femmes et ces jeunes filles qui sont sortis d'un coup pour dire écoutez, mais on existe aussi et qu'il n'est pas possible de faire n'importe quel mouvement social s'il n'y a pas la femme dans ce mouvement. Mm-hmm. Il faut que je rappelle une chose qui m'a vraiment agréablement surpris et qui, pour moi, qui était l'indice révélateur du réveil de la femme Tomzabt, c'est que quand Frère était la première fois en prison, entre 2015 et 2017, et il était en grève de la faim, je crois, il dépassait les 100 jours de grève de la faim, parce qu'il est arrivé jusqu'à 108 jours. Et en ce moment-là, moi, c'était je ne peux jamais dire à quelqu'un qui fait une grève de la faim d'arrêter. Tout ce que je peux faire, c'est de l'aider à porter sa revendication. Donc moi, pour aider Kamel Din Frère à porter sa revendication là où il veut la porter, j'ai décidé de faire une marche, de lui rendre visite à partir de mon cabinet à Alger jusqu'à Al-Rawat, pavillon carcéral de l'hôpital de Al-Rawat, c'est-à-dire une distance de 400 km. En ce moment-là, quand moi je marchais, juste à la fin de ma marche, ce sont des femmes et des enfants d'Atamzab qui y ont fait le déplacement à Alger, devant la maison de la presse. Ils ont marqué un sit-in très courageux parce que il est interdit de s'arrêter ne serait-ce que quelques instants devant la maison de la presse. Il y a toujours une brigade de police qui empêche les gens de venir là-bas. Mais ce jour-là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ces brigades de police
était parti, je pense qu'il y avait une visite officielle de D'accord. quelqu'un, Mhm. et ses femmes et ses enfants à Tamzab ont surgi de nulle part d'un coup, qui, avec un voile traditionnel, qui, avec comme ça, des pancartes portées pour dire libérer nos enfants, etc. C'est Et j'ai magnifique. eu l'honneur d'assister, et c'était magnifique, Oui. c'était extraordinaire. Donc alors, comment ça a été accueilli? Donc là, on voit quand même qu'il y a une belle fleur d'espoir et une relève peut-être qui est assurée. En tout cas, il y a une espèce de réveil et cette volonté des femmes et des jeunes filles, comme vous avez dit, de prendre part à cette espèce de mouvement, mouvance, on ne sait pas trop comment qualifier ça encore. Comment ça a été accueilli par les... Alors, enfin, je préfère que ce soit vous qui le disiez, mais on imagine très bien comment ça peut être accueilli, mais elles sont bien courageuses de défier qui leurs parents, qui leurs grands-pères, qui leur grand-mère peut-être même, qui leur disent, qui tentent de les dissuader, pardon, de... Non, normalement, les cercles appelés conservateurs, en général, ne se trouvent pas dans les familles. Très, très rares sont les membres de la famille qui peuvent s'opposer à une femme ou à une jeune fille qui veut s'épanouir dans n'importe quel domaine qu'il soit. En général, ce sont des cercles qui veulent prendre la forme de tuteurs de la société, soit sous couvert religieux, soit sous un autre couvert. Mais ce sont des gens qui, désespérés par le cours de l'histoire qui les dépasse de très très loin, essayent, par la violence verbale parfois, de garder un statu quo d'une façon désespérée. Mais j'en témoigne, j'arrive de Terror Date et j'ai travaillé énormément à Terror Date ces 5 dernières années. Ça dépasse de très 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 loin cette monotonie, cette conservatisme Oui, ambiant. ambiant et imposé par Imposé. ces cercles qui font beaucoup d'efforts pour paraître puissants, autoritaires et représentants du bon Dieu et de la morale Sur terre. Voilà, Oui. sur terre, et dire aux gens, écoutez, nous, c'est pas comme les autres, et nous, tant que la femme reste à la maison, c'est notre garantie pour qu'on reste Mozabite, parce que sinon on va disparaître. C'est des discours qui sont totalement dépassés par les événements et par le temps. Bien, et ben voilà un beau message d'espoir avec lequel on va peut-être interrompre quelques petites minutes avec de la belle musique parce qu'Iris, j'en ai l'habitude de ce qu'il nous programme. Je vous avoue que je ne sais pas du tout ce qui est programmé pour aujourd'hui, mais on remercie déjà pour cette première partie de l'entretien avec Maître Salah Debbouze, de qui on va encore en profiter tout au long de cette émission, car je vous le rappelle, nous sommes sur Radio Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM ou rfpp.net, et je passe la parole à Erige pour nous dire quelle musique nous allons écouter. خلص غادر السيدة مني هادي قيم العطري وخاس قولنا رذا تصفض ويدي يتسجانين دي المذيو ويدي يتسجانين دي المذيو يسمسني اسمي وكل تزاي دم ليلان عطاسي تجي غسيل ارمقل غسقل خخ هو ثغذلي غفني فيه وفيه ويقاد في سخوض
خاص يتجال جهدي غلني مازال الصوفي وهذي بعزقه عزد سلام ناني قرصد وذرر كاتشي نرتح في رضانا بنادم يقرضان نزوجنا يرسا ناني قرصد وذرر كاتشي نرتح في رضانا بنادم يقرضان نزوجنا يرسا الجوج ثمور ثملثنا بيتي سيطر صرح ذا بقيت الطرق وعبار رزانا زقيل تلوثا العمري والعمري يدراري ذا العمري والعمري يدراري ذا العمري النغوي حضر خرص وما ضج غوال المحيني فيه وغنو غلفي ضرع المال النغوي حضر خرص وما ضج غوال المحيني فيه وغنو غلفي ضرع المال يميل قبيل الدكلن يرلع يوفات نسفضن ولا يغرط وزيب ووال كمازغ دلساس نسان بصارت تودرت نسان دلوقت الفرسن شوال العمري والعمري بيدراري بالعمري العمري والعمري بيدراري بالعمري حودي ومعبر يروني محذر غيره تصيع عبايد شور الزاير يزني ريره خسي حودي ومعبر يروني محذر غيره تصيع عبايد شور الزاير يزني ريره يبغى دسدس النعور وإذن رايش ناهي شور مكة تزداج النعمة ونسينا انا وحد محقور ادي يسأدي زد له ذور مكة غير درس الصحة العمري والعمري بيدراري بالعمري العمري والعمري بيدراري بالعمري هذر صفضن بنوبي دناني مسورة ولا يغرط فغدو ذي وينور نسعي المعنى يرهضر صفضن بنوبي دناني مسورة ولا يغرط فغدو ذي وينور نسعي المعنى الذي الذي حلو فوذ ذا السلمي وجرود ذي تغني في موسى أين غدي جد المولود جني بندم رعد واسمه حلفه مثل مقوى العمري والعمري قيد وريد العمري العمري والعمري قيد وريد العمري العمري والعمري ذي ذوران عيد العمري أولني مزيغان أولني مزيغان تسدويلت نتمازغا دي تسيلين افري دي واغور الاثنين من زون يلا غور دي 7 ألمات 8 دوزكن دمسين قلنا ذاك راه صور وكان غاس صور ثميلا. Je suis vraiment désolé pour ce retard. Bon, ça arrive, on est à Paris, il y a plein de...
il y a plein de contraintes. Donc, surfti, mais surtout, je demande des excuses à mes collaborateurs, à ceux avec qui je travaille. Erige, Atmachine Oksmilan à Rossawad, et puis notre invité, Salah Dabouz, aussi avec qui j'avais rendez-vous, mais voilà, je l'ai abandonné de Paris. Je suis vraiment désolé. En plus, apparemment, Tamila, il m'a dénoncé, il m'a balancé, parce que jusque-là, je faisais celui qui t'a à l'heure et ainsi de suite, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas, c'est ça C'est t'as dit aujourd'hui. Ah bah écoute, on ne sait pas, les occasions se présentent comme ça. Profitez, gars. Il pèse pour une fois. T'as bien fait. Mais non, on sait très bien. C'était la faute des transports. T'as bien fait. Voilà, donc c'est un surfie. Voilà, donc تدويلت كينا نفغات تدويلت تيمديليث كيماتنا ضمن داكلنا صالح دابوز ديون كيمغناسن يتناغن شحال كينا في زلفان يمدان شو ديالنا في زلفان نمزافيين في زلفان نمازيغن سومثا ديون يكتسزل نطاس ذا شو أدفون الجزائري الثروة يست ماشي ديوث صوضن ميم لميا ولا تسام دورتيس قلنا تم دورتيس donc il a été même victime d'une tentative d'assassinat, disons-le, mais de toute façon il va nous le dire lui-même tout à l'heure, il va le confirmer, l'infirmer. Voilà, donc c'était un grand plaisir et un honneur pour nous de l'accueillir. Comme par hasard, il se trouve qu'il est là ce premier lundi de septembre. Non, t'es vraiment en retard à Vridegui. Il va rivaliser avec Air Algérie. Exactement, ouais. Donc, octobre, voilà. Donc, on est vraiment très, très heureux de l'avoir parmi nous. Donc, Salah Dabouz, on se souvient, il y a quelques mois, sans revenir sur l'historique, l'historique qui remonte à loin d'ailleurs, des événements du Mzab, au fait des injustices et des atteintes aux droits du Mzab qui remontent à très loin. Mais si on remonte juste à quelques mois, parce que les choses ils sont accélérées, ils ont pris des dimensions incroyables. Donc on se souvient que le 7 avril, tu as été arrêté par la police algérienne. Oui. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi on t'a arrêté, dans quelles conditions on t'a arrêté et surtout les raisons? Alors, on m'a arrêté parce que je faisais apparemment objet d'un mandat d'amener émis par un juge d'instruction au tribunal de Taghardeit. Co-accusé dans le même dossier que Kamel Din Fakhar qui s'était fait arrêter le 31 mars avec Haj Brahim Ouf. Donc, il y a eu ce mandat d'amener. Le 7 avril, je me trouvais dans un restaurant à côté du commissariat d'Alger, Cavignac, avec un avocat, un ami, Maître Zahi, que je salue par l'occasion. Et donc, il y a deux policiers civils qui viennent et qui me demandent de les suivre. Et puis après, ils m'informent que ce sont des policiers. Puis je les ai suivis. Ils m'ont emmené chez le procureur de Sidi Mohamed. Il m'a signifié le mandat d'amener, les accusations. Il m'a informé qu'ils vont me transporter à Taghardeit. Et donc, ils m'ont transporté la nuit même. Et j'ai été présenté devant le juge d'instruction de la deuxième chambre d'abord, sur un dossier où je suis le seul accusé. Ensuite, j'étais présenté devant le juge d'instruction de la première chambre qui m'a informé que je suis co-accusé avec d'autres personnes, notamment frère Kamel Din Haj Brahim Ouf qui était en prison, sur un autre dossier. Et avec d'autres personnes aussi, on est tout 9 accusés. Ce deuxième dossier de la première chambre d'instruction de Taghardeit, c'est en relation en fait avec une affaire qui a été jugée le 26 mars 2019. Ouais.
et qui a vu 2 accusés d'avoir assassiné quelqu'un, condamnés à 10 ans de prison ferme, malgré qu'ils soient reconnus innocents de ce meurtre. Le tribunal criminel de Taradeit avait jugé qu'il mérite 10 ans de prison ferme parce qu'il serait coupable de la propagande de la haine, malgré que cette deuxième accusation est liée directement à la première. Ce qui fait que nous avons critiqué cette décision le 27-28 mars. On avait fait des critiques de cette décision. Et donc, ils ont choisi les éléments qui ont le plus critiqué cette décision. Parmi eux, frère Kamaldin et moi-même, Ouf Haj Ibrahim, Dadinoun Nourdin, Msbah Hammou, Cheikh Belhaj Nsardin, Babbas Khodir, et puis il y a eu après, je crois, Khodir Scouti et Mohamed Debbouz. Ils étaient ajoutés à ce dossier, etc. Donc, c'est en relation avec ça. Tout de suite après, 6 jours après, Frère était arrêté en sortant de son travail avec 2 de ses enfants qui ont Selim et qui ont 8 et 12 ans, Selim et Yassine, qui sont âgés de 8 et 12 ans. Ils sont restés au commissariat plusieurs heures avant qu'un membre de la famille de frères vienne les récupérer. Et ils sont toujours traumatisés par cette arrestation. Pas que Yassine et Salim. C'est-à-dire ça m'a profondément bouleversé. Il y a aussi Ousmane, le dernier fils de frère, le tout petit, qui a presque 2 ans. Vous savez, le 9, justement, le jour où j'ai été agressé, j'ai accompagné Madame Frère pour chercher les effets de Frère Kamaldin. On est allé au tribunal et après on est allé à la prison. Le procureur nous a dit vous pouvez récupérer tous ces effets dans la prison. On est allé à la prison avec Qassim Soufranem qui conduisait la voiture à la demande de Madame Frère. Donc je descends moi et Madame Frère. Il y avait Ousmane qui était avec sa mère et qui restait dans la voiture avec Qassim Soufranem. Quand moi et Madame Frère quand on est entré dans la prison pour récupérer ses effets, et ben Ousmane, qui a 2 ans, il a fait un scandale à Soufranem Qassim. Il criait, il pleurait, il lui a dit ma mère va rentrer en prison et elle va mourir parce que c'est là où mon père est entré et c'est là où il est mort. Il ne s'est calmé que quand on est sorti 3/4 d'heure à peu près après. Donc, vous voyez, il ne s'agit pas d'assassinat de frères seulement, mais il s'agit de traumatisme très profond de toute une famille. Une petite famille, une grande famille. Et puis après, vous avez maintenant, si vous calculez ça, à échelle, bon, ça fait beaucoup d'injustice. D'ailleurs, Ouf, qui se trouve maintenant en Belgique, en demandeur d'asile. À chaque fois qu'il dénonce une injustice, il est poursuivi. Il vient d'être condamné sur 5 affaires et il a toute sa famille qu'il a laissée là-bas. Il est sorti par miracle de l'Algérie parce qu'il savait qu'il est le seul témoin oculaire de l'assassinat de frère. Il a tout vu dès son arrestation jusqu'à sa mort. Alors, tous ces gens-là, toutes ces familles, et vous avez des pouvoirs, des autorités locales et des autorités centrales, et vous avez une société civile, soi-disant civile, moi je parle des relais du pouvoir, surtout traditionnels, qui essayent de vous faire dire que c'est votre faute si vous parlez, parce que ce pouvoir, vous savez qu'il est méchant. Donc, si vous le provoquez, donc si vous
vous cherchez un droit, il considère ça comme de la provocation, c'est votre faute. Exactement. Et si vous l'échappez et que quelqu'un d'autre paye, Vous êtes responsable. vous êtes responsable de ça. Donc, c'est terrible et c'est insupportable. Et ça, d'ailleurs, c'est valable d'une manière générale. Bon, pour l'État algérien, mais pour tous les autres d'ailleurs, tous ces États-là qui dominent l'Afrique du Nord, le territoire amazien, on vous dit, voilà, c'est-à-dire que les gens justifient le fait de ne pas agir par le fait que le pouvoir Et méchant. est méchant, par le pouvoir il peut user de la force. Sous prétexte que ce pouvoir est violent, donc nous, on doit se taire. C'est fou, hein. C'est-à-dire et cette idée, effectivement, on a pu l'inculquer dans les têtes des gens. C'est-à-dire que les gens, les premières victimes, ils vous disent non, on ne peut pas bouger. Parce que si on fait quelque chose... En fait, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire, dans l'apparence, c'est comme ça, c'est très simple. Mais il y a autre chose. Vous avez des intérêts. Donc, vous savez, les pouvoirs dictatoriaux, en général, ce sont les régimes politiques dictatoriaux. En général, c'est des régimes qui ont la facilité de gain. C'est-à-dire, vous avez du pétrole, vous avez beaucoup de richesses qui servent à camoufler toutes les insuffisances. Et donc, par ces richesses faciles, ils arrivent facilement à former une clientèle qu'ils favorisent avec des miettes de ce qu'ils gagnent. Et donc, ces clientèles-là, ils font leur boulot à la place du pouvoir. Et ils vous font ils sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils se prennent pour les représentants du bon Dieu sur terre et de la morale. Ils comprennent tout et ils vous font croire que vous ne comprenez rien du tout. Et ils sont au service du pouvoir. Les exemples sont énormes. Donc, et là, ils n'hésitent pas à tuer. Vous savez, on l'a vu. Fakhar a été tué, mais avant Fakhar, le beau-frère de Ouf Haj Brahim, qui l'a échappé belle, parce que Ouf Haj Brahim est sorti de prison très malade. Il a dû suivre des soins intensifs à Alger pendant plus d'un mois pour qu'il se rétablisse. Et encore, il traîne des séquelles. Mais son beau-père, âgé de 80 ans, qui était en prison aussi à Mni'a, il est mort en prison parce qu'ils l'ont pris. Et je viens de l'apprendre. C'est parce que j'ai fait le voyage d'Alger jusqu'à Bruxelles avec Ouf. Il m'a raconté ça. On n'a jamais eu l'occasion de parler de ça, mais cette fois, il me l'a raconté. Et il m'a dit que mon beau-frère est mort parce qu'il a été cardiaque. Il a été privé de ses médicaments pendant plus d'une semaine. Et ensuite, il est mort. C'est facile, et puis après, vous trouvez une administration qui vous dit, bon, il est mort, il est âgé, il est mort, comme ils ont essayé de dire de Fakhar qu'il était mort parce que il a une grève de la faim. Maintenant, faites ce que vous voulez. Il faudrait que vous ne commettez aucun acte qui peut être interprété d'une façon qui peut vous nuire à vous ou à votre entourage, mais si jamais vous commettez le moindre acte qui, pour vous, est correct, mais qui peut être interprété par les autres, ça sera un alibi suffisant pour massacrer le maximum de gens possible. Donc ça, c'est insoutenable. Juste une petite précision. Donc là, tu disais que vous avez été récupérer les effets personnels de Fakhar. Donc c'était début septembre, c'est ça? Le 9 septembre. Alors qu'il a été assassiné le 28 mai. Le 28 mai, d'abord, Madame Fakhar a fait une demande qu'elle a présentée j'ai moi-même déposé cette demande chez le procureur pour récupérer les effets de Fakhar. C'était juste après son enterrement. Après, il y a eu les vacances judiciaires. Bon, tout le monde était un peu, à l'époque, tout le monde était un peu sous le choc et c'était très difficile pour nous, pour moi, pour Madame Fakhar, pour son entourage, d'aller chez le procureur. Et j'avais toujours peur que si on se présentait devant le procureur dans une situation de nervosité extrême par rapport à ce qui s'est passé, qu'il y ait des incidents qui peuvent compliquer la situation.
Ce qui fait qu'il y a eu tout de suite après les vacances judiciaires et donc on n'est pas allé chercher ces effets. D'accord. Après, juste avant la fin des vacances judiciaires, elle m'a appelé, Madame Frère, elle m'a dit s'il vous plaît, si vous voulez bien m'accompagner pour On va aller les récupérer. D'accord. Donc on avait prévu de faire ça le 9 septembre. Très bien, d'accord. Voilà. Alors, donc on va essayer de faire une petite pause et là justement on va essayer d'aller voir ce qui se passe, hein. On va donner un peu, on va avoir une idée de ce qui se passe dans une autre région de Thamazra occidentale. Et on va donner la parole à Axil et son habituelle chronique. Le 17 septembre dernier, les habitants de la localité d'Imidr, province de Tinrir, au sud-est de Thamazra occidentale, Maroc, ont décidé de lever leur sit-in. Ils manifestaient sur une montagne depuis 8 ans et 3 mois contre l'accaparement des ressources hydriques par une mine d'argent exploitée par une entreprise appartenant au roi de Maroc. 8 ans de lutte, au cours desquels des dizaines d'habitants ont été arrêtés et condamnés à de lourdes peines de prison. D'autres ont été traqués et forcés à quitter la région. 8 ans. Face à eux, que de mépris. On a laissé crever dans l'indifférence ces femmes, ces hommes et ces enfants sur une montagne dans une région désertique. Le roi des pauvres n'en a cure. Il était aux abonnés absents durant 8 ans. Il a fait la sourde oreille. Je parie qu'il ne peut même pas situer Imidr sur une carte. Ses représentants dans la région ont la trouille. Ils ne peuvent pas agir sans directive, sans ordre venant du roi. Alors, ils laissent pourrir la situation. Ils manipulent. Aucune des revendications sociales, économique et environnementale des habitants n'a été satisfaite. La mine continue d'assécher la nappe phréatique, de polluer toute la région et de pousser les villageois à s'exiler. La décision de lever ce sit-in a été prise non parce que les habitants ont abandonné leurs revendications, mais juste pour éviter toute récupération politique de la contestation par les vautours du PGD, le parti islamiste du gouvernement. Les relais de cette formation islamiste ont tenté d'infiltrer le mouvement, de l'utiliser et à défaut de le neutraliser. Au cours de ces 8 ans de lutte, nous avions consacré des dizaines d'articles sur Thamazra.fr à la lutte des irréductibles d'Imidr. Nous avions écrit que le mépris est une politique d'État au Maroc. Imidr en est une nouvelle preuve pour ceux qui doutent encore de la nature de la monarchie marocaine et du mépris qu'il porte aux Berbères. Azul. غيفون أولي مزيغان تذويل تمازغا أفريدي وغور دي راديو فريكونس باري pluriel c'est 106.3 FM sur donc les ondes hertziennes et sur internet c'est rfpp.net. أساقيا أنفقينا صالح دبوز إقلان ذاقينا ذي باريا للناس on a décidé de l'inviter et il nous a fait l'honneur d'accepter notre invitation. Salah Debbouz, donc là on a vu que le 7 avril tu as été arrêté dans les conditions que tu nous as expliquées, et puis le 28 mai Kemal Din Frare est assassiné dans les prisons algériennes. Kemal Din Frare a été assassiné. On t'a entendu, t'es monté bien sûr au front et tu avais dénoncé publiquement la responsabilité de l'État algérien. Kemal Din Frare, avant sa mort, je lui ai rendu visite. Bon, d'abord, il faut savoir que j'avais pas le droit de me constituer pour le défendre parce que j'étais co-accusé dans le même dossier. Donc, et je pense qu'ils ont fait ça pour éviter que je sois son avocat. Ouais. Alors, je profite de l'occasion pour me constituer dans d'autres dossiers concernant Aouf Haj Brahim. Et comme Aouf Haj Brahim était incarcéré dans la même pièce que Frare, donc en rendant visite à Aouf Haj Brahim,
j'avais la possibilité de voir Kamel qui dormait à côté de lui dans le même pavillon carcéral. Donc je l'ai vu, je crois, 3 fois. La première fois quand je l'ai vu, ils ont essayé de mettre un isoloir entre Aouf et Kamel. Et donc moi je parlais avec Kamel, avec Aouf, en Tomzapt. Et j'élevais un peu la voix pour que Kamel puisse entendre. Et quand Kamel avait des remarques à me faire, il le disait à Aouf et Aouf, il me le transmettait. Et là, Kamel m'avait déclaré que voilà, ils ont programmé mon assassinat, ils sont en train de l'exécuter. Et en sortant, c'était je crois mercredi, en sortant de l'hôpital de Tagerdeit, je dis, je signe mon contrôle judiciaire, je signe les mercredis, jeudi, et je prends un bus le soir, j'arrive à Tagerdeit, à Alger. Je prépare vendredi dans mon cabinet, dans un coin dans mon cabinet, je prépare, c'est devenu un rituel, je prépare une vidéo pour dire voilà ce que j'ai vu à l'hôpital d'Ardea. Donc ce jour-là, ce vendredi-là, la vidéo elle est toujours sur ma page. J'ai dit, Fakhar m'a déclaré que ils ont programmé son assassinat et ils sont en train de l'exécuter. Et j'ai dit, faites attention, c'est très grave ce qui se passe dans la prison de Ardea. Rien n'a été fait. Deuxième visite, je l'ai vu, il commençait à perdre la mémoire. Donc, et Aouf m'avait dit, écoute, il m'a dit, c'est très grave, Khar a perdu la mémoire. Il ne se souvenait même pas qu'il était en grève de la faim. Alors, il a fait tout un speech au responsable, il a demandé à voir le directeur, il lui a emmené un sous-directeur et un chef d'incarcération, je crois. Il leur a dit, mais pourquoi vous ne me donnez pas à manger? Ils lui ont dit, mais vous êtes en grève de la faim. Il leur a dit, mais qui vous a dit que je suis en grève de la faim? Il avait complètement oublié. Et donc, ils étaient très contents d'entendre qu'il n'était plus en grève de la faim. Ils lui ont dit, ben, voilà ce qu'on va faire, c'est on va vous donner un papier à signer et après vous allez avoir de la nourriture. Il a dit, mais je m'en fous. Alors, ils lui ont fait signer un papier comme quoi il dénonce sa grève de la faim. Mais qu'est-ce qu'ils ont écrit, selon Aouf, et pour la première fois, pour un détenu qui abandonne une grève de la faim, ils mettent que en pleine possession de mes capacités mentales, parce qu'ils avaient très bien vu qu'il avait justement perdu ses capacités mentales. Ouais. Alors donc, il n'y avait pas de raison pour mettre ça si ils n'avaient pas observé. Et ils l'ont laissé. Ouf m'a raconté qu'il lui donnait une fois par jour une petite tisane parfois, ou dans un petit bol. Il m'a dit une fois, ils lui ont donné une soupe avec 3 ou 4 cuillères. Et puis, il restait comme ça. Et comme ça tombait avec le mois de Ramadan, quand Ouf demandait, mais écoutez, il est sans nourriture, et puis il lui disait... de toute façon, le restaurant de l'hôpital ne travaille pas le mois de Ramadan. Parfois, il lui disait, le médecin n'a pas prescrit de la nourriture à cette heure-ci à Khar. Oui, c'est vrai. Oui. Et plein de trucs vraiment qui prouvent qu'il y avait une volonté de le tuer. Il y avait un projet. Exactement. Et puis, il y avait aussi... des médecins qui ne voulaient pas communiquer avec lui quand il voulait expliquer aux médecins son cas, parce que déjà, quand il est entré en prison, il avait signalé qu'il souffrait d'une hépatite C et que ça risque de reprendre à n'importe quel moment. C'était noté, de toute façon, s'ils n'ont pas changé de fiche, c'était noté, le médecin de prison avait noté ça à son admission. Mais en voulant expliquer aux médecins, écoutez, ma situation se complique, les médecins lui disaient, vous n'avez pas le droit de nous adresser la parole, vous n'êtes qu'un détenu. Et ça m'a choqué. Et donc, moi, après, quand il est mort, à la demande de sa femme, tous les héritiers,
Ils m'ont demandé de porter plainte contre les responsables qu'on avait désignés. On avait désigné 5 responsables qui, eux, peuvent cacher. Ce sont pour moi les préméditaires. Et puis les exécutants, on peut avoir une liste de au moins une vingtaine. Alors il y a le Wali de Tagardait qui est toujours en place. Hein. Pourquoi le Wali? Parce que il a fait exactement comme il est en train de faire avec moi et comme ils sont en train de faire avec les autres détenus qui vont être jugés incessamment et vont peut-être faire objet de condamnations lourdes et d'arrestations, etc. Donc il avait traité Frère de séparatistes dans des discours diffusés à la radio de façon à monter toute la région Mzab contre lui pour leur dire, mais voilà, vous voyez, c'est lui qui est en train de faire les problèmes. Et donc, on a le premier, c'était Louali. Ensuite, il y a le procureur général de Rardaya qui n'est plus en place. Pourquoi le procureur général? Parce que lors de la première arrestation de Frère Kameldine, c'était une arrestation sur une simple lettre qui n'avait aucune identité judiciaire. Nous étions obligés de porter cette affaire devant le groupe de travail pour les détentions arbitraires du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Et ce groupe de travail est arrivé à une conclusion que la détention de Frère et de tout son groupe est arbitraire et qu'il fallait le libérer immédiatement et qu'il fallait l'indemniser et surtout que l'État lui apporte toutes les garanties qu'il ne sera plus jamais arrêté pour les mêmes raisons. Or, ce même procureur général qui était à l'origine de son arrestation la première fois, c'est lui-même qui avait ordonné son arrestation le 31 mars en violation de cet avis de l'ONU, l'avis 34-2017. Donc, il a une responsabilité sur la mort de Frère. Le juge d'instruction qui avait instruit le dossier, parce que au moment, ça c'est Frère qui me l'a dit, avant sa mort, il m'a dit, au moment où le juge d'instruction avait ordonné son mandat de dépôt, il n'avait même pas encore le dossier entre les mains. Et Frère lui a dit, mais monsieur le juge, vous n'avez pas le dossier entre les mains, comment vous pouvez ordonner ça sans examiner les faits? Il lui dit, écoutez, je sais ce que je fais, et donc il a ordonné sa mandat de dépôt. D'autant plus qu'il y a une preuve qui prouve cela, c'est que Frère a été arrêté le 31 mars, le juge a ordonné il a fait l'ordonnance du mandat de dépôt le 2 avril, et le dossier, le premier dossier a été signé chez la police judiciaire le même jour, le 2 avril. Le juge ne pouvait pas ordonner le matin avant de recevoir, peut-être vers midi, ou parce qu'un dossier signé le 2 avril ne peut pas atterrir, il ne peut pas te signer à 8 heures et atterrir au tribunal à 9 heures. Donc, ce juge d'instruction, et puis le directeur de la prison de Tagardait, parce qu'il a enfermé Frère et Ouf dans une pièce de 2 mètres carrés. En fait, c'est des toilettes. Donc, ils ont passé 28 jours dans ces toilettes. Ils en sont sortis malades. J'ai moi-même vu Frère en pleine crise c'est des crises qu'il attrapait 2 fois, 3 fois par jour. C'est de la fièvre, des frémissements. Et puis, il criait. Moi, j'étais en visite, je voyais Ouf. Oui, il sortait des toilettes, il était comme ça. Et ils ne lui ont pas ramené le médecin. 1 heure après, je crois, parce que je suis resté quand même très longtemps, c'était aussi parce que j'étais très inquiet. Ils l'ont couvert par 3 couvertures. Il criait, ramenez-moi un médecin, ramenez-moi un médecin. Et on était en plein hôpital d'Ardait, c'est-à-dire entre le pavillon carcéral et la direction de l'hôpital, il y a quelque chose comme 20 à 30 mètres, c'est tout. Donc, ramenez-moi un médecin. Au bout de, je crois, 3 quarts d'heure, ils ont ramené un médecin, c'était une femme. Elle lui a touché le front, elle lui a touché la main, elle lui a touché le pied et elle est repartie. Et elle n'est plus revenue. Et donc, il est resté comme ça. Le directeur de l'hôpital, parce qu'il savait qu'il n'avait pas les moyens pour prendre en charge Frère, mais il ne l'a pas signalé et il a laissé sa situation s'aggraver.
Donc, on a désigné ces 5 personnes comme premiers responsables et on avait déposé plainte. Le juge d'instruction de la deuxième chambre, parce que j'ai déposé chez le doyen, qui est le juge d'instruction de la première chambre, lui-même accusé, il a transféré, c'est la procédure qu'il prévoit parce qu'il ne pouvait pas traiter lui-même. Le juge d'instruction de la deuxième chambre, il n'avait même pas examiné si Frère Kameldine existait réellement dans l'état civil ou pas. Et s'il existait, s'il était vraiment mort ou pas. Et s'il était mort, est-ce qu'il a été tué par balle ou incendié ou peut-être qu'il s'est suicidé ou je ne sais pas par quel moyen, ou peut-être qu'il est mort de mort naturelle. Il n'avait même pas examiné tout ça. Il n'avait même pas examiné l'identité des plaignants. Si cette dame qui prétend être sa femme existe d'abord dans l'état civil, et si elle existe, si elle est vraiment sa femme, mariée à lui, sa mère, si c'est vraiment sa mère et ses enfants, etc., il n'a rien examiné. Il a vu la requête, il a ordonné un refus d'ouverture d'informations judiciaires, tout simplement. Et donc, j'ai fait appel de cette ordonnance. Quand l'affaire est arrivée devant la chambre d'accusation, elle devait être examinée le 9 juillet 2019. Je me présente le 8 juillet parce qu'on m'a envoyé une convocation pour me dire, une notification pour me dire l'affaire de vos clients est prévue pour le 9. Vous pouvez vous présenter avant cette date pour examiner le dossier et déposer une requête. Je me présente au greffe de la chambre d'accusation. Je demande une copie du dossier. La greffière me dit, écoutez, monsieur, ce dossier-là, il y a une seule copie qui est chez le président, on ne peut pas vous la donner. Donc, je sors et je reviens. Je dépose une requête, je trouve un moyen. Parce que j'ai le droit de déposer une requête, je dépose une requête dans laquelle j'écris que, étant donné que je n'ai pas eu accès au dossier, je demande à la chambre d'accusation de renvoyer cette affaire à une autre date, de sorte que je puisse avoir accès au dossier et préparer mes conclusions. Et donc, je repars chez le greffe, la greffière, je dépose pour déposer cette requête. La greffière me dit, on ne va pas prendre votre requête. Pourquoi? Elle me dit, parce que le président de la Cour nous a ordonné de ne pas prendre votre requête. Et donc, c'est à cet instant que j'avais déclaré que je mène une grève de la faim. Oui. Et j'étais déjà sous contrôle judiciaire 3 fois par semaine depuis... Sachant que tu habites et tu travailles à Alger. À Alger, et je descends 3 fois par semaine à Ardaya, à 600 km aller-retour. Voilà. Donc, c'était quelque chose de trop. On ne peut pas travailler dans ces conditions-là. Donc, j'ai déclaré sans hésiter que je mène une grève de la faim parce qu'il y a un déni de justice flagrant. La justice de Tardet a fermé ses portes au visage de Frari, au visage de toute la famille de Frari et de son avocat. Et donc, ils ont décidé de ne plus nous écouter et de nous harceler jusqu'à la mort. Donc, il n'y avait aucune autre solution que de faire cette grève de la faim. Et c'était ce jour-là que j'ai fait la grève de la faim. Entre-temps, Madame Fakhar n'arrêtait pas de demander le rapport d'autopsie au procureur de la République. Et le procureur nous disait à chaque fois, le rapport, on l'a reçu, mais on attend les instructions du procureur général. Ce qui est une violation à la loi, parce que le rapport de l'autopsie, Madame Fakhar, et même son avocat ont le droit de l'avoir à n'importe quel moment. Donc, après cette grève de la faim, je crois qu'après 2 semaines ou 3 semaines, après 3 semaines de la grève de la faim, ils ont décidé de lever le contrôle judiciaire pour essayer de me calmer. Ils ont décidé de nous remettre le rapport d'autopsie. Mais pour le déni de justice, ils ne nous ont pas répondu. À une certaine date, 31 jours après, j'avais décidé d'arrêter la grève de la faim parce que j'avais d'autres affaires et je commençais à m'affaiblir et je ne pouvais pas continuer comme ça.
Et Madame Frère m'avait adressé une lettre pour me dire je vous demande de trouver d'autres moyens pour contester cette situation. Et comme j'ai beaucoup de respect pour toute la famille Frère, j'ai donc essayé de trouver un autre moyen. Voilà comment ça s'est passé pour cet épisode. Peut-être faudrait-il juste rappeler que, bien sûr, lors de ton arrestation le 7 avril, tu as été très vite libéré grâce à une mobilisation de tes collègues apparemment et de la population, c'est ça, hein? D'abord, premièrement, pardon, il faut expliquer une chose. J'ai fait objet d'un mandat d'amener, pas d'un mandat de dépôt, pas d'un mandat c'est un mandat d'amener. Pas d'arrêt. Ouais. Pas d'arrêt. Ouais. Bon, ni de dépôt. Ouais. Donc, on ne pouvait pas savoir ce qui devait se passer après la présentation chez le juge d'instruction, seul habilité après à prendre une décision, de me laisser libre, de me mettre sous contrôle judiciaire ou sous autres mesures conservatoires, ou de me mettre en détention provisoire. Bien sûr, la manière d'arrêter un avocat et de l'emmener devant un tribunal indique que les intentions peuvent être une arrestation. Et là, c'est toute la corporation, c'est l'Union nationale des barreaux d'Algérie qui avait décidé, par le biais de son président, d'une journée de grève, de travail à travers tout le territoire national pour le 9. Moi, j'étais présenté devant le juge d'instruction le 8. Ils ont décidé que, par principe, on va faire un jour de grève, mais si notre confrère venait à être arrêté, on ne va pas arrêter cette grève jusqu'à sa libération. Ouais. Ça, c'était le communiqué qui avait été publié. Je ne m'attendais pas à ça, mais j'étais agréablement surpris. C'était une très grande solidarité de la part de toute la corporation en Algérie et qui m'a évité effectivement l'arrestation et l'incarcération. Enfin, l'incarcération. Voilà. Alors, le hic dans cette histoire, c'est que le procureur général avait fait un communiqué le jour même, le 8, lors de ma présentation devant le juge d'instruction, pour dénoncer l'ingérence d'un cadre du ministère qui aurait téléphoné au procureur de la République à Ardaya pour lui demander d'aller intervenir devant, selon le procureur général, d'aller intervenir devant le juge d'instruction pour éviter mon arrestation. Seulement, personne ne pouvait lire les intentions du juge d'instruction avant qu'il les déclare. Bien sûr. Donc, ce qui démontre ici que le juge d'instruction, au fait, subissait des pressions de la part du parquet qui voulait l'obliger à m'incarcérer et qu'un cadre du ministère aurait intervenu pour demander au parquet de ne plus exercer de pression parce qu'il risque d'avoir un problème avec toute la corporation. En grosso modo, la justice qui fonctionne avec le téléphone, c'est des preuves écrites que nous avons eues à l'occasion de cette affaire. Ces affaires d'ailleurs, parce qu'il y a... d'ailleurs, bon, juste là, vraiment rapidement, il me semble que Frère, il n'a pas été en réalité condamné, c'est ça? C'est une détention provisoire, c'est ça? C'est une détention provisoire. C'est-à-dire que c'est incroyable. Là, oui, nous avons eu des morts de détenus en détention provisoire. Au Mzab, il y a eu Frère, il y a eu Benchir, Issa. C'est fou. Oui. On arrête, on kidnappe des gens déjà. Parce que des et puis ils étaient en tenue de détention, ce qui est interdit par la loi. Et même en tenue, Ouf m'a dit, parfois ils étaient pas seulement en tenue de détention, parce qu'il y a 2 tenues de détention. Ouais. Il y a la tenue de ceux qui sont punis pour des peines très lourdes, la perpétuité ou la mort. Ben, eux, parfois, ils étaient même habillés en tenue de détenus de peines très lourdes. Ouais. C'est comme si sur le plan psychologique, c'était terrible. C'est incroyable.
Oui, donc après, récemment, hein, le 9 septembre 2019, tu as été victime d'une attaque à l'arme blanche. Oui. Alors raconte-nous un peu cette histoire. Alors le 9 septembre, j'avais rendez-vous avec Madame Frère pour aller chercher les effets de feu Kemeldine. Donc elle voulait que je l'accompagne. Je l'ai accompagné chez le procureur général, chez le procureur de la République, qui nous a orientés vers la prison. Puis on est parti dans la prison. On a ramené ces effets-là. On a déposé Madame Frère, Qasim Soufralm, compagnon de Frère, c'est lui qui nous a emmenés en voiture. Il m'a invité pour aller déjeuner chez lui. Et Ouf m'a invité pour dîner chez lui parce que c'était la veille de Ashura et à Tahrir, la veille d'Ashura se fête. Ouais. Donc avec des repas traditionnels, etc. Ouf voulait vraiment que je passe la nuit chez lui et qu'on fête ça ensemble, etc. Moi, ça me plaisait parce que ça me sortait un peu de la pression que je subissais. Qasim m'a déposé pas très loin de chez Ouf parce qu'il habite dans les jardins de Tahrir. Et donc, je me dirigeais vers la maison de Ouf, en plein jardin, par une piste qui n'était pas très illuminée. C'est-à-dire, c'était une piste obscure. Il n'y avait pas beaucoup, puis il n'y avait pas beaucoup de monde aussi. J'ai même pas fait 50-60 mètres. J'ai senti que quelqu'un marchait derrière moi. Je me suis tourné pour voir, heureusement, hein, et j'ai trouvé un monsieur. Je pensais au début qu'il voulait me parler. Puis j'ai remarqué qu'il était cagoulé et j'ai tout de suite senti que c'était un piège. Et j'ai pensé que c'était la fin. Je me suis dit, je me suis fait piéger, voilà. Je suis dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de lumière, il n'y a pas de gens pratiquement du tout. Et donc, face à une personne cagoulée, moi, physiquement, je n'ai pas les moyens de me défendre. Il a essayé de m'attaquer par son couteau que je n'ai pas vu, j'ai senti. D'abord par mon ventre. J'ai reculé un petit peu, il m'a quand même déchiré les vêtements, mais il ne m'a pas blessé. Puis après, il voulait m'attaquer par le haut, donc j'ai croisé les bras pour me protéger le visage et le thorax. Et puis après, j'ai reçu quelque chose de solide sur mon œil gauche et je suis tombé par terre. Et il a pris la fuite parce qu'il a vu quelqu'un qui est arrivé de l'autre côté. Mais il y avait un autre monsieur cagoulé dans une moto qui l'attendait. Et donc, ils ont pris la fuite ensemble. J'ai appelé Ouf, il est venu tout de suite. Il a appelé Sovralem, qui m'avait déposé, il est revenu. Et j'ai demandé à ce qu'il me dépose tout de suite à l'hôpital parce que j'avais peur d'avoir une hémorragie quelque part que je ne... parce qu'avec le... comme ça. Donc, ils m'ont tout de suite déposé aux urgences de Rdaya. Et je suis resté presque un peu plus de 2 heures sous observation. Il n'y avait rien... il n'y avait pas quelque chose de grave. C'était des blessures au bras, aux avant-bras, un peu au visage. Ils m'ont fait ce qu'il faut, les premiers soins. Et donc, je suis reparti chez Ouf. Voilà. Donc, on peut dire que vraiment là, il y a une tentative de... Oui, tout à fait. De liquider. D'autant plus que, attendez, j'ai oublié quelque chose de très important. Parce que le lendemain, quand je suis allé déposer plainte, la police est arrivée, tous les officiers sont arrivés une demi-heure après mon admission à l'hôpital. En pyjama, ils sont venus 5 ou 6 officiers les plus importants. Donc, ils voulaient m'entendre sur place. J'ai dit, je ne suis pas dans l'état pour vous parler. Ils ont fait le constat des lieux la nuit. Et ils m'ont demandé d'aller les voir le lendemain. Je suis allé les voir le lendemain au commissariat central de Rdaya. Et donc là, il me sort une plainte que j'avais déposée, que j'avais oubliée, le 27 juin. En signant mon contrôle judiciaire et en sortant du tribunal de Rdaya, j'ai fait quelque chose comme 80 à 100 mètres
plus loin du tribunal, et qu'une personne m'intercepte pour me faire des menaces de liquidation, des insultes et des menaces. Et donc, j'avais déposé plainte tout de suite chez le procureur de la République pour dire qu'il y a une personne qui est venue me dire « Vous êtes un séparatiste, vous parlez beaucoup, vous parlez trop », il m'a cité quelques noms, et que vous allez payer très cher ça. J'ai considéré ça comme une menace. Bah oui. Et j'avais déposé plainte, donc ils m'ont sorti cette plainte pour me dire c'est peut-être la même personne ou c'est peut-être quelqu'un qui est dirigé par cette personne. J'ai dit écoutez, faites votre travail. Moi, je maintiens la première et la deuxième plainte. Voilà. Ouais. Donc là, de toute façon, bon, avec tout ça, mais d'autres choses aussi, il est clair que l'État algérien, il en veut au Mzab. Il en veut au Mzab. Et on dirait qu'il y a une volonté d'éradication du Mzab, des Mzab, en tout cas de tous les Mzab, tous les Mozabites qui tiennent à leur dignité. Moi, je dirais ça, c'est ça, oui, mais je peux le dire autrement. Je dirais que l'État algérien, depuis 1962. Quand il y a eu le coup d'État, en 57 avant 62, puis après il y a eu le coup d'État de 62, c'est-à-dire en 57 en liquidant Ben Ramdan, ils avaient tué l'idée de la priorité géopolitique sur le militaire. Ensuite, 62, l'armée des frontières, le coup d'État sur le gouvernement provisoire, etc. Ce groupe-là a décidé que l'Algérien, c'est exclusivement l'arabo-musulman selon le rythme malikite. Ouais. Et n'importe quel autre Algérien qui ne cadre pas avec ce modèle, il faut qu'il soit transformé, liquidé par la force, par tous les moyens. Il faut qu'il ne reste que l'Algérien arabo-musulman selon le rythme malikite. Exactement. Le Mzab, c'est une région où il n'y a pas beaucoup de... C'est une minorité. Les Mozabites, on même pas 600, 700 000 Mozabites. Donc, c'est plus facile bien sûr. de faire ce travail-là sur plusieurs plans. Donc, nous avons un peuplement de la région par des apports. Exactement. Et puis après, nous avons les Mozabites qui sont exclus de la fonction publique. Et nous avons des phases violentes qui reviennent périodiquement pour chasser les petits noyaux de résistance qui se forment en Mzab, qui veulent dénoncer, par exemple, Fakhar, Ouf. Bien avant, il y a eu beaucoup de personnes qui résistaient à ce traitement de ségrégation, si vous voulez. Ouais. Donc... et qui font un travail de proximité au sein même des institutions pour dénoncer, il fallait des périodes de violence pour les écarter. Exactement. Donc c'est comme ça qu'ils veulent uniformiser l'Algérie pour que ça soit... ce qu'ils veulent. Après, ils vont nous dire il faut vous habiller de la même manière, il faut dire la même chose, il faut manger la même chose, il faut... Voilà. Alors ça donc, bien sûr, dans le Mzab, c'est facile, c'est facile, entre guillemets, c'est facile à faire, mais pour l'instant, c'est pas facile, puisqu'il y a des gens qui résistent, mais en tout cas, ils pensent que c'est facile. Alors, si on prend la Kabylie, c'est un peu plus difficile pour eux, plus difficile entre guillemets aussi, puisqu'il y a au moins 10 millions de personnes, donc, vous voyez, la comparaison, elle est... Mais quand même, en Kabylie, je pense qu'ils ont mis le paquet, c'est depuis longtemps, mais ces dernières années, ils ont mis le paquet. Ils ont mis le paquet par tous les moyens. Et là, on va laisser la parole à Ravah Alam, qui va nous, en 2 minutes, et il va nous décrire un peu un des aspects de la Kabylie d'aujourd'hui. Allô? خوراكا طابوريتا شيكابورو زبق 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 كورز بيكاتو كورز بخاستو تشوفا شوف انا ما فهم الترن اش كتمشي رواقي تمشي ما لا تخربوا باش الو كشوار غتموت
بغاش فهمها شو قدرون اسموش شنو ماشي وش طاري مسلية ويا وقدو يجوزو قال الله أكبر القبيل قال الله أكبر بعشرة الو كامارو تشوكو باراتي زلك زلوفاتشي كهارا براختكو تشوفو تشاخرا خرابوكو تشيكو فور كاتشا مانا تشيكا بحر وربرتيكو خا برتو كاباتش وسافاتشو هارا الو واش خرفكش من السياسة كينونو فيه ما راه والو أولي مزيغان تسيدويل تنتمزغا تعدي نفريدي وغور des radios fréquence Paris pluriel 106.3 sur les ondes FM et sur internet Amina. Et sur internet RFPP donc www.rfpp.net. Donc Nefridi Wagour. Oui, c'est ça, une fois, enfin le premier lundi de chaque mois, c'est bien ça, de 19h à 20h30. Donc c'est ثاني c'est Ereb Halem qui nous a c'est très simple. Parce que bon, il faut dire qu'en ce moment, et surtout en ce moment, parce que ça se remarque en ce moment, mais ça a commencé en réalité, ça a commencé il y a longtemps. On est en train d'introduire en Kabylie une culture, mais incroyable, une culture qui va vraiment, qui va entamer la destruction, vraiment la phase finale de la destruction de Kabylie. L'introduction de l'arabe en Kabylie, c'est incroyable. On n'a jamais imaginé ça. Dans les manifestations. C'est qu'on n'a jamais vu des manifestations en Kabylie où on parle en arabe, où on a des slogans en arabe et des banderoles en arabe. Et on ne peut pas dire aujourd'hui que ça, c'est pas calculé. Tout comme d'ailleurs les drapeaux algériens. Moi, j'ai jamais vu, une débauche pareille de drapeaux algériens en Kabylie. Et ces derniers temps, depuis, je n'ai même pas envie de les qualifier, qui se passe en ce moment, et les drapeaux algériens, en Kabylie, c'est incroyable, ça fait peur. C'est vrai qu'il y a le drapeau amazigh, mais bon, on n'a pas l'habitude de ça. On n'a pas l'habitude de ces banderoles en arabe. On n'a pas l'habitude que des hommes, des femmes politiques kabyles parlent en arabe. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on a un problème avec notre langue? Et puis moi, je ne comprends pas comment ces gens-là, comment ils sont. L'État algérien, qui nous combat et qu'on combat, il a fait de leur langue une langue nationale et officielle. J'ai envie de dire merde, cette langue, il est langue officielle et nationale. C'est cet État lui-même qui vous l'a fait dans sa constitution. Et vous parlez en arabe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez honte de vous-même. Vous n'êtes pas sûr de la validité de cette langue. Je ne sais pas. Parce que quand cette langue était interdite, on l'a parlé. On a toujours refusé de parler l'arabe parce que c'est une langue qu'on nous impose. Et aujourd'hui, non, on dit qu'on va parler en arabe. Peut-être. C'est incroyable. Donc ça, c'est vraiment, là vraiment, on a des signes qui font peur en Kabylie. Alors bien sûr, je ne parle pas de l'islam. L'islam aussi, bon, l'islam, il existe malheureusement, qu'on le veuille ou non. Bon, elle est là, et puis. Mais là, il y a cet islam, il se manifeste de plus en plus d'une manière anormale, d'une manière agressive en Kabylie. Même ailleurs. Mais en Kabylie, on n'a pas l'habitude de ça. Et maintenant ça devient inquiétant. Donc voilà, c'est-à-dire qu'on fait des choses dans le Mzab, mais on les fait aussi en Kabylie. Bien sûr, l'État algérien, c'est un système qui est fort quand même. Ils ont des milliards qui viennent du pétrole, qui viennent des richesses de notre pays, de notre terre, de la terre Mazra, pour faire travailler des gens dans des laboratoires pour trouver les meilleures façons d'éradiquer un peuple, sa civilisation, sa langue et sa culture. Et bien sûr, ce qui se passe avec l'État algérien, il se passe aussi avec la monarchie marocaine, on l'a vu. Il se passe avec les Tunisiens, avec les Libyens. Heureusement, pour l'instant, il n'y a pas d'État libyen qui est à même de faire ça pour les Amazirs. Mais ça se passe de la même façon partout. On veut éradiquer la mazérité. Alors, juste pour changer un peu, on va baisser la tension. On va donner la parole à Mouhia qui va nous faire voyager ailleurs parce que je pense que la vie est importante. Il faut qu'on vive. C'est pas parce qu'il y a tout ça qu'on va s'empêcher de vivre. أولي محيا روح غالجواه يتمديت اشو ثوى السني صدوغ كان وحدي
مقرا تقشيش تستهنديث أي ما حنيني أفوسي ويرز أفوسيس إيانا يلي قبل غير تزقي أرميس في سيغا قوسيس لا تروف اللي إني غاس شوك ميوغن بركا غي مطين سوس ما غيخفي سنك ما راذي ينغن نكيني خطي إني غاس روح ماشي ذا السيس ذايني ميثوكي أشاردنيني أفوسي ويرز أفوسيس نيزم الخلاوي أقمت ثرى يشالن أثلث تغني أسيدي ربي إيثورا أشو يلعن أفندي غني ثناك سوسم كان سوسم أبوها ميمي أمرا مكتشيني سوسم كان مقار سوسم نغاكاوين ديمي أولي مزيغان تذويلت نتمازغا نتعداين نافريدي واكور يا الاثنين مزوالو يا لاكور ذي السبعة على ما تسمعني ذو زقن ذي راديو فريكونس باري بلوريال 106.3 sur les ondes FM et sur internet. Et donc c'est toujours rfpp.net, ça n'a pas changé pour l'instant. تعجبكم j'allais dire تعجبكم l'histoire كي محيا يلها مليح وين يدي يحكي محيا وي بتلوي عندنا تسال البروبليم. Bon, ça dépend. Ça, oui, ça, c'est moi le cavalier, on des mais sur les relations hommes-femmes, c'est très compliqué. Oui. Très compliqué. À qui tu le dis? Très compliqué. Et ça aussi, nous allons se dire. Bon. Nous allons des choses téléphones, nous allons des choses tiflées, mais à dire voilà. En tout cas, merci Mouhia. On a écouté déjà, bien, Tsarab, il ثقلت. كي غادي نساعد يوث محيا يمكن نمكثي نمكثي محيا ايمي محيا يوث تيجدي ثم قرات نتقبايليت مي او ميم طون ديالنا محيا ديون غادي جان اكاروج اما تمسليت اما نونامك تمسليت السونس دو لا بارول اتن تدويلتنا ضد دار ثقرينس le temps passe vite. Le temps passe très vite, effectivement. Mais ce n'est pas beaucoup. Hein. Ouais. Alors, encore une fois, vraiment, on tient à remercier vivement Salah Dabouz qui est avec nous. Et on tient vraiment, là, on s'incline devant son courage, devant cette détermination. Parce que, bon, là, tu fais face à un monstre. Et parfois, tu as été seul. On l'a vu de loin. Parfois, tu as été vraiment seul. Donc, vraiment, là, on s'incline devant ton courage et ta détermination. Et là, on voudrait que tu laisses le micro pour quelques minutes, et on reste encore quelques minutes, pour dire ton message, si tu as quelque chose à dire aux Mzab, aux Amazirs, aux Nord-Africains, à qui tu veux. Alors, ce que je veux dire, deux choses. Moi, je suis militant de droits humains. Je défends toutes les causes qui me paraissent où il y a des atteintes aux droits humains. La cause des Amazirs en est une. Mais dans l'Afrique du Nord, j'ai défendu les Ahmadis, j'ai défendu des avocats, j'ai défendu Touati Merzouk qui était accusé d'espionnage alors que c'était le simple policier qui lui ont monté le dossier. Les services de renseignement n'étaient même pas au courant de ce dossier-là. C'est ce qui est une preuve que ça n'a rien à voir avec l'intelligence. J'ai défendu Slimane Bouhafs, qui a choisi d'être chrétien parce qu'il y a l'article 42 de la Constitution qui garantit aux Algériens la liberté de conscience et la liberté d'expression. Et je compte continuer à défendre les droits humains en Algérie et dans l'Afrique du Nord, parce qu'aujourd'hui, je préside une organisation qui s'appelle l'Observatoire des droits et libertés pour l'Afrique du Nord.
nous sommes en phase de montage, nous comptons avoir des cellules partout dans les pays de l'Afrique du Nord pour défendre les droits humains, tous les droits humains. Il n'est pas question, pour moi, d'imposer quoi que ce soit à un citoyen de l'Afrique du Nord, quelle que soit son origine et quelle que soit sa religion. Et il n'est pas question qu'on empêche n'importe quel citoyen de l'Afrique du Nord de sa liberté de conscience, sa liberté d'expression. Donc, dans ce cadre-là, nous comptons défendre les droits humains dans l'Afrique du Nord pour tout, comme disait Maître Lihi Abdelnour, pour tout l'homme et pour tout homme. Voilà. Tanmir, encore une fois, on est vraiment très honoré par la présence de Salah Debbouz. Nous sommes très contents de l'avoir ici en chair et en os et de vive voix, parce qu'on a l'habitude de faire des choses avec lui, de l'interviewer, mais ça a été toujours souvent à distance, et aujourd'hui on a cette chance-là, on l'a pas raté. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, Erige, alors qui تقيم ملي كرا تبغى تعطي تساعدير ثبي لما كيبغى دينار إلا قد دينار bien sûr. Non, ce que je devais le dire, je le dirai la prochaine fois. Voilà, c'est juste pour dire donc merci ويدر ديسلن راه غوري ديس دون. يا كيا ازف لكن تزف لون اروا غوري ديس دون. فسنيو أمر كرام ثاروخ خاصتك زمي ضرنيو أمر فثمر ثاذ الحوخ هذي تقري ذا غشتيو هذا شنو غافث لليل تقولي ذا غشتيو هذا شنو غيزر فاني الرميس نسل تكرا ولا ميثو قاذل خست الرمي ذا ضرغال أما ذوالي غيث خذمان هذي تقولي ذا غشتيو هذا شنو غافث للي هذه القريثة غشتي هذا شنو غيزر فاني